Le 18-19 sur BFM Business. 18h45 sur BFM Business. À l'heure où les nations européennes investissent massivement dans la défense et les technologies, il y a un autre front qu'il ne faut pas perdre de vue, c'est la guerre des talents. Elle menace sérieusement notre souveraineté. C'est ce que vous écrivez, Laurent Giovacchini. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le président du Syntec, c'est la fédération qui regroupe les syndicats professionnels d'employeurs spécialisés dans les activités de l'ingénierie, du numérique, du conseil, de l'événementiel et de la formation professionnelle. Absolument. On chiffre à combien là, tout ce monde ? 100 000 entreprises, 1 400 000 salariés, Bac plus 5 et au-delà pour à plus de 70%, et 150 milliards d'euros de chiffre d'affaires, à peu près 7 à 8% du PIB marchand du pays. Donc vous avez une certaine représentativité quand vous nous parlez de cette alerte sur cette fuite des cerveaux dans une tribune que vous avez publiée dans Les Échos. Elle est de quelle ampleur, cette fuite des cerveaux, aujourd'hui ? Alors on a essayé justement de quantifier ce phénomène, parce qu'on parle de fuite des cerveaux, d'exode des talents. Je parle même, moi, de détalentisation maintenant. Après la désindustrialisation, on est menacé de détalentisation dans notre pays. On a essayé à la fédération, avec l'aide d'Ipsos BVA, d'objectiver les choses. Et on a regardé deux populations. Les jeunes diplômés école d'ingénieurs, les jeunes diplômés école de commerce, école de management. Et on s'est aperçu qu'en l'espace de 10-12 ans, on était passé de 10 000 jeunes diplômés qui quittaient la France juste après leurs études à plus de 15 000 aujourd'hui. Ce n'est pas un tsunami, mais c'est une hémorragie lente, continue, qu'il faut surveiller de très près, d'autant que le phénomène risque de s'accélérer, parce que nous avons interrogé non seulement les jeunes diplômés, mais aussi les cadres, les ingénieurs en place dans leur entreprise. Qu'est-ce qu'ils nous disent ? Eux aussi, ils sont prêts à partir ? Ils sont prêts à partir. Ils nous disent, on est 51% d'entre nous, alors ils ne nous disent pas comme ça, mais enfin on le reconstitue après, 50% de ceux qu'on a interrogés, un peu plus, nous disent on envisage de s'expatrier. Et plus grave encore, 21% nous disent on envisage très sérieusement de s'expatrier dans les 3 ans qui viennent. Pourquoi nous disent-ils ça ? Ils nous disent on est bien dans notre boîte. Dans nos entreprises, ça se passe bien. Surtout les ingénieurs, à 80%, ils nous disent on est bien dans nos entreprises, c'est pas le sujet. Le sujet, on reconnaît aussi qu'en France, on a un cadre de vie qui est agréable, on a des prestations sociales qui sont intéressantes, mais on a évidemment des contreparties à ça. Ces contreparties, on était prêt jusqu'à présent à les accepter, c'est-à-dire une fiscalité lourde, des rémunérations nettes qui sont très en dessous de ce qu'on peut trouver, sans même parler des États-Unis. Ça, on va y revenir, effectivement. Mais on a ça. Et puis, il y a ce climat d'inquiétude sur la situation économique, sur la situation politique, et l'impression que c'est plus dans notre pays que ça se passe. Et donc, dans ce cas-là, il y a un risque de bascule et d'accélération de ce phénomène. Alors, avant de revenir là-dessus, une question, ils partent où ces jeunes diplômés et ceux qui sont tentés par l'expatriation et qui sont déjà en poste ? Ce qu'ils nous disent, c'est qu'ils partiraient pour 29% d'entre eux pour le Canada, 22% la Suisse, 17% les États-Unis, 16% l'Allemagne. C'est les principales destinations visées. Vous voyez, c'est assez vaste. C'est assez vaste. Ils partent pour quoi ? Ils partent pour des salaires plus élevés ? Ils partent pour des salaires plus élevés. Pas forcément, même si ça peut être le cas quand on franchit la frontière entre la France et la Suisse ou entre la France et l'Allemagne, la rémunération nette que l'on perçoit, elle est très nettement supérieure. Mais ils partent aussi, me semble-t-il, en tout cas c'est ce qu'ils nous disent, parce qu'ils n'ont plus le sentiment nécessairement que c'est dans notre pays que les choses vont bouger, que les grands projets de demain vont se construire. On était très fiers dans notre pays, depuis le 19e siècle, d'avoir inventé la photographie avec Niepce au début du 19e siècle, le cinéma au tournant du siècle avec les frères Lumière, jusqu'à Ariane, Airbus, etc. Aujourd'hui, les deux seuls motifs de fierté récents, c'est quoi ? Les Jeux Olympiques, c'est une fois tous les 100 ans, et Notre-Dame de Paris, on ne peut quand même pas brûler une cathédrale tous les 5 ans pour avoir le plaisir de la reconstruire. Donc il faut donner à ces jeunes sachants des objets de fierté, des objets dans lesquels ils peuvent se projeter. Là, il y a le porte-avions, le nouveau porte-avions. Il y a le nouveau porte-avions, et je m'en réjouis en tant qu'ingénieur de l'armement, je suis très content de cette belle perspective. Il y a d'autres très belles choses que nous faisons en France. Regardez le Grand Paris, qui est un magnifique ensemble d'ingénierie que le monde entier nous envie, mais qui n'est pas tant que ça mis en valeur. Oui, voilà, ça ne suffit pas à mobiliser les foules d'ingénieurs et des foules d'experts. Ça ne suffit pas parce que je crois qu'on ne dit pas assez, et c'est aussi peut-être une des raisons pour laquelle nous
n'attirons pas assez les jeunes femmes dans nos métiers scientifiques et techniques. Nous ne disons pas assez combien c'est important pour le pays d'avoir ces ingénieurs, ces chercheurs, ces techniciens, ces experts au service de grands projets qui vont tirer notre pays vers le haut. On a besoin d'espérance, de fierté dans notre pays. On n'est plus très fier d'être français. On est fier éventuellement de sa région, de sa ville, de son entreprise, de son club de foot. Mais il faut retrouver des motifs de fierté nationale. Et nous, avec nos métiers, nos métiers d'ingénieur, du numérique, de la science, de l'ingénierie, etc., on pense qu'on peut aider à rassembler finalement les Français qui se disent on va me demander des efforts, mais j'ai déjà un petit salaire, etc. Est-ce que c'est bien raisonnable de travailler encore plus longtemps? Et les Français qui ont à l'inverse beaucoup d'argent, mais qui hésitent à l'investir en bon du trésor américain ou dans des projets français et européens. Pour qu'on réconcilie ces deux France-là, on a besoin de toutes ces Frances. Il y a besoin de sublimer un petit peu les débats actuels. Vous voyez, le vivre ensemble de la gauche, ou le libérons les énergies de la droite. Pourquoi faire? Ça ne suffit pas. Il faut un but commun. Un projet commun, effectivement. Ça, c'est le but. Comment y parvenir? Vous préconisez de rééquilibrer la fiscalité pesant sur le travail qualifié. Alors donnez-moi expliquez-moi un peu ce point de vue, parce que, étant donné l'ambiance actuelle et nos finances publiques, ça va pas de soi. Ça semble socialement compliqué. Et économiquement difficile. Non, ce que je dis, c'est que il faut que ce travail qualifié soit mieux considéré, et surtout qu'on ne lui tape pas dessus à chaque nouvelle recherche d'économie. À chaque fois, par exemple, que l'on rabote les allègements de charges, les quelques allègements de charges qui restent au niveau de 2 fois et demi, 3 fois le SMIC, qui sont les salaires des salariés dans notre branche, eh bien, on alourdit le coût du travail pour nos entreprises et on décourage, puisqu'on augmente la différence, vous savez, entre ce qu'on appelle le super brut, c'est même pas le brut, le super brut, c'est-à-dire ce que l'entrepreneur paye, y compris avec ses propres cotisations patronales, et le net après impôt, le net après le PASS, que touche vraiment le salarié. Et donc, on contribue à creuser davantage encore ce gouffre qui nous sépare. Je ne parle même pas des États-Unis ou du Canada, mais de nos simples voisins. De nos voisins immédiats. On a regardé que pour notre branche, l'écart entre le brut et le net, sur une masse salariale de 75 milliards, c'est 8 milliards de plus en France qu'en Allemagne, en Italie, en Espagne ou aux Pays-Bas. Vous vous rendez compte, 8 milliards sur 75 milliards. À l'échelle du pays, c'est considérable. Je ne me fais pas d'illusions, on ne va pas du jour au lendemain revenir dans la moyenne. Et puis il y a des dispositifs en France qui vont dans le bon sens, qu'il faut saluer et qu'il faut maintenir, comme le crédit d'impôt recherche par exemple, qui nous permet de garder, y compris dans des entreprises françaises multinationales, une part de R&D sur le territoire bien supérieure au chiffre d'affaires que font nos propres groupes dans le pays. Mais il faut que nos dirigeants aient bien en tête l'importance de ne pas accélérer cette fuite des cerveaux qui est quelque part plus grave encore que la fuite des capitaux ou que la fuite des investisseurs. Oui, parce que c'est ce que vous dites également, c'est que cette fuite de cerveau, elle menace directement la souveraineté technologique du pays, et ça va dans le sens aussi de la souveraineté industrielle de la France. Et de ce que vous avez évoqué avec votre invitée précédente, la souveraineté européenne, la numéro 2 du MEDEF suédois. L'autonomie européenne, l'autonomie française. On a quoi comme défi en France? Réindustrialiser, décarboner notre économie, numériser notre économie, mais aussi réarmer. Et réarmer, ce n'est pas uniquement avec la base industrielle et technologique de défense telle qu'on la connaît, les habituels et très bons champions français, Airbus, Dassault Aviation, KNDS, Naval Group, MBDA, etc. C'est tout un pan de notre économie qui contribuent à cet effort de défense. C'est le cas des entreprises de notre branche, les Dassault Systèmes, les Soprasteria, les Capgemini, les Eviden, Mistral, AI. On va en parler, oui. Tout ça y contribue. Et puis plus globalement, ce qu'il faut bien voir, c'est qu'est-ce qu'on a devant nous dans les années qui viennent? On a probablement, peut-être pas une montée des périls, comme on aurait dit à la fin des années 30, mais une intensification à minima de la guerre hybride que nous livre la Russie, les cyberattaques. Peut-être un peu plus que ça, selon les scénarios. On sera peut-être obligé de dépenser pour la défense, pas uniquement 2 ou 3%, mais 4, 5, etc. Qu'est-ce que ça veut dire pour l'ensemble de l'économie française? Comment on va gérer ça?
pour ça, il faut garder nos ingénieurs, c'est essentiel. Là-dessus, le cofondateur de Mistral AI, Arthur Mensch, a écrit un document avec ses équipes, 22 propositions pour accélérer dans l'IA et éviter le fossé technologique grandissant, constat qu'il a dressé pour la France notamment. Parmi ces propositions, il y a la création d'une AI Blue Card, un titre de séjour simplifié pour attirer les talents internationaux. Est-ce que selon vous, ça va dans le bon sens? J'ai envie de vous dire, attirer les talents, c'est bien, mais est-ce qu'il ne faut pas commencer d'abord par les retenir, les talents? Il faut faire les deux. En réalité, aujourd'hui, on a un peu le sentiment, c'est un peu plus qu'un sentiment, je crois, que nous exportons des talents très qualifiés. En école d'ingénieur, c'est à peu près 10% des jeunes diplômés qui partent. Mais à Centrale, c'est 17%. À Polytechnique, c'est 19%. Donc on exporte, pardon de l'expression, on se prive de talents très qualifiés et on accueille des talents un peu moins qualifiés. Il est donc très important, et la proposition d'Arthur Mensch est frappée au coin du bon sens, de faire de la France également une terre d'accueil pour les profils les plus qualifiés. Cette carte bleue AI, cette AI Blue Card, ce visa de travail accéléré, dédié aux ingénieurs en IA, est une très bonne idée. Il y a un deuxième mécanisme qui propose, qui à mon avis va dans le bon sens, qui rejoint aussi le sujet de votre précédente interview, qui est la préférence européenne dans les marchés publics pour certains secteurs stratégiques. C'est aussi quelque chose que nous soutenons, bien sûr. Donc je crois que ça va tout à fait dans le bon sens. Faire de la France, et nous avons l'opportunité aujourd'hui avec l'image que renvoient les États-Unis, par exemple, auprès de certains, nous avons vraiment une occasion unique de faire de la France, si nous mettons en place les bons instruments, comme on a su le faire avec le crédit d'impôt recherche, pour attirer les meilleurs talents et pas uniquement des talents un petit peu moins bons que ceux qui nous quittent malheureusement. Alors ça relève aussi de la volonté politique. Oui. Vous me voyez venir, on est à 1 an de l'élection présidentielle. Comment vous regardez cette échéance, vous, en tant que président du Syntec? On la regarde avec espoir parce que nous souffrons dans notre secteur comme dans l'ensemble des secteurs de l'économie française de la situation créée par la dissolution de l'été 2024. C'est long. Entre mi-2024 et mi-2027, ça va faire presque 3 ans. Non pas de surplace, parce que l'exécutif fait tout son possible. Mais il n'y a pas de grand projet qui est lancé. Il ne peut pas y avoir de grandes réformes de structure. Or, notre principal problème, me semble-t-il, la mère des batailles dans notre pays, c'est la création de davantage de richesses. Nous sommes devenus un pays pauvre dans le club des pays riches. Notre PIB par habitant a décroché de manière relative. Vous savez, quand on regarde la protection sociale, nos dépenses rapportées au nombre d'habitants, c'est pas extraordinaire, on est dans la moyenne. Mais quand on rapporte nos dépenses au PIB, on est champion du monde. Pourquoi? Parce qu'on a un PIB par habitant qui est devenu ridiculement faible par rapport à simplement nos voisins. Il faut recréer de la richesse. Pour ça, travailler plus, notamment entre 16 et 25 ans, démassification du supérieur, apprentissage, etc. Et puis, entre 60 et 65 ans, problème de la réforme des retraites suspendue, qu'il faudra reprendre d'une manière ou d'une autre, mais aussi qualification, davantage de qualification, davantage d'emplois qualifiés pour augmenter notre productivité. On a perdu en productivité dans notre pays, c'était notre force. On a les meilleures grandes écoles, nos ingénieurs ne restent pas tous, malheureusement, et on a perdu en productivité. C'est extrêmement dommage. Il faut retrouver ça. Donc, c'est sur ces axes-là que j'attends que le débat de l'élection présidentielle puisse se nouer. En tout cas, c'est plus qu'un vœu, c'est une demande. C'est entendu en tout cas. Merci beaucoup Laurent Giovacchini, le président du Syntec.